Découvrez les pouvoirs mystiques associés aux attrape-rêves, les enjeux qui en résultent, la politique de l'ordre de Morphée et comment l'Everdream a changé le monde. Attention, pas de préjugés. Hein. Non, pas du tout. Mais voilà, ils discutent ensemble sur ce réseau social, ils sympathisent, ils ont énormément de points communs. Et Léo fait un rêve étrange. Il va voir son professeur, parce qu'il suit une formation dans un hôpital de Paris. Il va voir son professeur qui, lui, sait analyser les rêves. Et il pousse Léo à quitter le pays au plus vite, parce que le rêve de Léo l'alarme au plus haut point. Donc, il lui donne un livre mystérieux et il lui dit de partir à Montréal au plus vite. Léo dégote un vol pour le lendemain matin et faut bien qu'il y ait quelqu'un qui aille le chercher à l'aéroport. Comme par hasard, il a rencontré Louise sur Internet et c'est elle qui vient le chercher. Et à partir de là, leur relation, elle va complètement changer. Mm-hmm. C'est pas ce que vous croyez, mais un peu quand même. Bon, on peut dire qu'il possède ce qu'on appelle un attrape-rêve. Ouais, donc ils le fabriquent à deux. Léo et Louise fabriquent l'attrape-rêve de Léo à deux, sans savoir que c'est strictement interdit par le règlement. Et c'est là qu'ils se rendent compte que les attrape-rêves ont vraiment des pouvoirs mystiques dont ils ne doutaient pas du tout l'existence. Chaque rêveur a un pouvoir propre avec son attrape-rêve. Celui de Léo et de Louise permet, quand on le tient dans la main, celui qui l'a fabriqué tient dans la main, peut parler aux autres via l'esprit. Un peu comme du mentalisme, mais ça marche que dans un sens. D'autres attrape-rêves permettent d'autres facultés mystiques. Et l'attrape-rêve de Léo est le plus puissant jamais fabriqué, parce qu'ils l'ont fabriqué à deux. Et notre duo Léo-Louis se font traquer par l'ordre de Morphée. C'est une entité qui régit les rêves et les pouvoirs mystiques qui sont associés aux rêves, que ce soit dans les rêves ou dans la réalité. Mm-hmm. Puis ça t'est venu où, cette histoire-là? Premièrement, ce qui est un peu étrange, c'est que c'est une histoire qui se passe entre la France et le Québec, un peu comme nous, avant même qu'on se connaisse. Alors, c'est un peu étrange, là. Alors, le lieu de l'histoire, bon, déjà, là, vu que j'habite en France, c'est très facile de dire que ça se passe en France. J'aurais pu choisir un autre pays, mais vu que je le connais, c'est plus facile de ne pas faire d'incohérence. Mais en cherchant des informations sur les attrape-rêves dans le monde réel, où ils sont fabriqués, d'où ils viennent, c'est quoi leur légende, et je me suis aperçu que j'y connaissais pas du tout, et que j'avais d'énormes biais cognitifs par rapport à cet objet assez mystérieux. Moi, je pensais que les attrape-rêves venaient des Indes, mais en fait non, ça vient des Amérindiens. Donc, les Amérindiens qui viennent du Canada. Voilà. Et les attrape-rêves de la vraie légende viennent du Canada, et on fait souvent la confusion entre Amérindiens et Indiens. Effectivement. Donc, je me suis dit, vu que les attrape-rêves sont canadiens, et pourquoi pas faire une histoire qui se passe aussi à Montréal. Ville connue. Est-ce que tu es déjà venu à Montréal, au Québec, ou pas du tout? Non, via Google Maps, oui, mais sinon, non. OK, parfait. J'ai regardé Maps, j'ai regardé le nom des rues, j'ai dit, toi, tu vas habiter là, elle va habiter là, j'ai regardé pour rester le plus cohérent possible et pour ne pas écorcher votre culture et raconter des bêtises. C'est bien réussi. Moi, je pensais que tu étais déjà venu au Québec puis tu connaissais bien le Québec, là, honnêtement. Non, après, j'arrive à rentrer dans une espèce d'immersion. Par exemple, quand je vais sur Maps, tu te mets en mode Street View et tu pivotes comme si c'était toi qui te baladais. Donc, tu vois la devanture des magasins, tu vois les routes, comment elles sont faites, les feux de signalisation, les panneaux. Avec ça, tu arrives à faire des descriptions pour faire en sorte que tu pourrais t'y croire. Donc, je suis jamais venu, sauf avec Google Maps. Ça coûte moins cher, mais c'est pas grave. Hein. Ça coûte moins cher. Il faudrait que tu viennes dans un salon du livre ici. Il faudrait que tu en vendes beaucoup puis que tu viennes nous voir. Ça, il faudrait que j'en vende énormément pour ça.
Est-ce que tu écris, j'imagine que tu fais un plan détaillé. Est-ce que tu fais, oui et non. Oui et non. Alors, développe, s'il te plaît. Alors oui et non. Il existe plusieurs types d'auteurs qui ont besoin d'une certaine organisation pour écrire leur roman. Donc il y a celui qui a besoin d'un plan, qui a besoin de Scrivener, avec 4 dossiers, avec chaque fiche de personnage, etc. Le premier roman, je l'ai fait, tout le plan et tout ce qui construit l'histoire, c'est dans ma tête uniquement. Donc tout ce qui a été fait en setup payoff où j'ai rebondi dessus, etc. Les personnages, tous les traits de personnalité de mes persos, etc. Tout est dans ma tête. Dans le tome 2, c'est exactement ça aussi. Tout est dans ma tête. Sauf que là, je commence à plus trop avoir de place. Le tome 3, je l'ai écrit avec quelques petites notes. Et là, le tome 4, j'ai fait un plan parce que je m'en sors plus. J'ai plus de mémoire. Alors, si j'ai bien compris, le tome 1, tu ne l'as pas écrit vraiment avec un plan détaillé. Là. Pas du tout. Ah non? Si le plan détaillé, je l'ai, mais dans ma tête. Dans ta tête, OK, ouais. Parfait. Je dirais, je pourrais pas te dire, ça se passe à telle page, mais ça se passe à tel chapitre. Ah oui, effectivement, il y a ça, tu vas voir, ça va rebondir. Je connais mon bouquin par cœur, non pas au niveau écrit, mais même sur ce qui n'est pas écrit. Je connais des choses sur Louise dans le tome 1 que je n'ai jamais écrit, que vous saurez dans le tome 9. Donc, si je comprends bien, tu te laisses surprendre par tes personnages. C'est ça. Je pense que tu as les deux côtés en toi. Je pense que tu es quelqu'un de très romantique. Puis tu es quelqu'un de... Non? Je sais pas. J'aurais pas la prétention de dire ça comme ça, mais... Je sais pas, là. Peut-être que je me trompe, mais moi, c'est ça que je perçois de toi, là. T'es autant romantique que tu es quelqu'un de réfléchi, puis quelqu'un de logique. Je pense que après, je suis aussi quelqu'un de très maladroit. D'ailleurs, on le sent dans l'hésitation. J'essaye toujours de chercher les meilleurs mots possibles. Donc, ce qui fait qu'il y a des... quand j'essaie comme là, de trouver les meilleurs mots, mais quand je fais les choses vite, je suis quelqu'un d'extrêmement maladroit, que ce soit dans la logique ou dans les émotions. Bon, là, après, on commence à attaquer un sujet un peu plus philosophique. Être maladroit dans ses émotions, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, lisez l'histoire pour le savoir. Léo vous en dira beaucoup plus que moi. Voilà, alors, lisez le roman, puis vous allez connaître un petit peu... mais c'est ça qui est bien en écriture, c'est qu'on peut inspirer... Qu'est-ce que tu dis, Peggy? Les hommes ne disent pas qu'ils sont romantiques. Alors, je ne suis pas tous les hommes, effectivement, mais de ma manière de penser, je trouve que c'est extrêmement orgueilleux de dire hey, « t'as vu, je suis romantique ». Voilà, non. Bon, alors on va passer à un autre sujet. J'écris rarement le matin, ni à 4 heures du mat'. Là, je dors, j'ai des besoins physiologiques, comme tout le monde. Et la journée, j'ai ma vie de famille et mes enfants, il faut qu'on amène à l'école, je m'occupe du tout petit. Des fois, ça m'arrive d'écrire l'après-midi quand il y a la sieste. Donc, je profite d'une demi-heure et quand j'ai beaucoup d'inspiration, il faut que je mette tout de suite sur papier parce que sinon, ça bout dans ma tête. Non, il faut que je mette par écrit. Mais c'est 90% du temps, c'est le soir. Parfait. Puis si je comprends bien, pour l'instant, c'est ton seul emploi, l'écriture, à part être papa, père de famille? Est-ce que non, je suis hôtesse de caisse dans un hypermarché dans mon boulot principal. OK, parfait. Je dis hôtesse de caisse parce que je suis le seul mec d'une équipe de 30 nanas. Donc, pour du soutien féminin, je dis que je suis hôtesse de caisse. Très bien. Je vais te le montrer mieux, mon casque rose, si tu veux. Oui, là, tu as vu le commentaire ici, là? Ouais. Attends, bouge pas. Voilà. Voilà. J'espère que vous avez le temps de faire un screenshot. C'est bon? Oui, c'est parfait. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu n'écrirais jamais ou des sujets sensibles? Par exemple, que vous connaissez très bien, je crois, vous, au Québec, les contes interdits. Je pense que je serais complètement incapable d'écrire ça tellement que je serais mal à l'aise
même dans l'écriture. Même si si j'avais les idées pour retransformer un vieux conte en conte interdit, tout ce qui est gore et non, ça je peux pas par contre. Tout ce qui est gore et horreur, ouais, ça je pourrais pas écrire. Parfait. C'est pas donné à tout le monde non plus. Il y a des gens qui sont très bons là-dedans. Puis, je leur laisse leur talent, des gens qui sont très bons là-dedans. Je suis peut-être meilleur ailleurs dans l'écriture, mais là, dans ce style-là, non, ça, je laisse volontiers le talent aux autres. C'est facile à trouver, un extrait romantique. Je ne sais pas c'est dans quel Alors, il y a un extrait romantique, mais je ne sais pas quel âge ont toutes les personnes. On a tous 18 ans et plus, ne t'inquiète pas. Tous 18 ans et plus. Oui. Alors, oui, ce qu'il faut savoir, c'est que... Oui, mais il n'y a pas... c'est pas porno non plus, là, ce que tu écris, là. Comment ça? Ben, c'est pas... De ce que je me souviens, là. Est-ce que c'est explicite? Ah, oui, peut-être. Alors, on va dégager ça, voilà. C'est explicite, oui et non. Alors, je vais donner plus d'informations pour ceux et celles qui aiment les histoires d'amour hors du commun, parce que s'il n'y a pas d'amour dans un livre, généralement on se fait chier. Et là, c'est une histoire d'amour vraiment particulière, où il y a l'univers amoureux est bien expliqué, mais au niveau de la pensée des personnages, c'est expliqué sans que ça soit détaillé. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi? Donc, moi, je qualifie ça de romance fantastique. Est-ce que c'est le bon terme? Tu y es presque. Enfin, après, on peut dire que c'est du fantastique. Le fantastique, littéralement parlant, il y a du surnaturel, mais le héros ne l'accepte pas d'emblée. Et une fois qu'il l'a accepté, oui, effectivement, là, ça devient du fantastique. Et quand le surnaturel est accepté d'emblée, ce n'est pas du fantastique. Mais ça peut être considéré comme, on ne va pas pinailler. Disons que c'est du réalisme magique. C'est à mi-chemin entre le fantasy et le fantastique. Donc le fantasy à ne pas confondre avec l'héroïque fantasy. D'accord. Si je vous ai pas perdu en cours de route. Alors, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu l'histoire là, pour donner aux gens de l'acheter? C'est compliqué de résumer une histoire. Après, résumer une histoire, ça fait vraiment spoiler. Non, mais juste de donner les personnages principaux, le nom des personnages principaux. Alors, il y a deux personnages principaux. Un homme et une femme. Léo Wendek, qui lui habite en France, qui est québécois de naissance, et Louise Deauville, qui est québécoise montréalaise. Parfait. Par un concours de circonstances, le pur hasard, il se trouve qu'ils utilisent le même réseau social qui n'existe pas dans la réalité. Réseau social qui est très particulier et seuls certains pourront en deviner son fonctionnement exact. D'autres n'y verront rien, mais ceux qui savent lire entre les lignes pourront deviner pourquoi je l'ai appelé comme ça et pourquoi tous les deux y sont. Alors, allons-y. Alors, il y a une confusion, oui pour le passage romantique ou oui pour le passage érotique? Pour le passage que tu veux lire. C'est bizarre, je me confie à vous au chat, j'ai l'impression que Joseph il vient tout rouge là. Non, ben non. Non, c'était pour te taquiner. On prend tout. Hein. Peggy, elle veut le bouquin gratuit. On prend tout. Bah, tu sais quoi, Peggy, si tu trouves le nombre de mots exacts, le livre, il est à toi. Sors ta calculatrice, Peggy. On a déjà eu des réponses tantôt. Alors, j'ai donné aucun indice sur les réponses qu'on a vues en live. Hein. J'ai rien dit du tout. Moi non plus. Non. D'ailleurs, pour être honnête, je me rappelle même pas c'est quoi la Alors, réponse. moi, j'ai pas le nombre en tête non plus. Hein, j'ai une bonne mémoire, mais disons que c'est cohérent. Les réponses que j'ai eues, ça va, c'était cohérent. Il n'y a personne qui a essayé de troller en mettant 1 512 000. Non, vous avez été cohérent dans vos essais. C'est cool.
Alors, un autre passage, oui, ou pas Ben voilà, Peggy, elle veut de romance et l'érotique. Les enfants sont couchés, là. On veut de la romance et ah oui, mais Bon, Québec, au Québec, les il y a enfants sont peut-être quelqu'un pas couchés. qui fait le jeu, qui réfléchit. Donc ça, Ouais, c'est pas 4000 fois bien. 16 avec approximativement 10%. Euh, Il y a de l'idée de réflexion, effectivement. J'ai tout mis à la poubelle et à la corbeille et j'ai recommencé l'histoire depuis le début. Donc, je suis arrivé à mon deuxième jet et ce qui s'est transformé en attrape-rêve au début. Ou attrape-rêve que tu as lu là. Parfait. Alors, c'est ton premier roman sérieux, entre guillemets. Là, C'est ça. que tu C'est pas publies. mon premier roman, mais c'est mon premier roman mis en vente, disons. Parfait. Puis, est-ce que c'est un choix d'aller sur Amazon plutôt qu'en édition? Est-ce que tu as cherché une maison d'édition ou Non, j'ai pas cherché de maison d'édition parce qu'à l'époque où j'ai commencé à le mettre sur Amazon, donc c'était en 2022, on était en plein Covid encore à ce moment-là, et le tome 1 était presque fini, mais en 2020-2021, donc vraiment Covid à fond, au confinement. Et là, quand tu es en confinement, tu vas sur Internet, tu regardes les articles, et dans les articles de littérature, tu te rends compte que les maisons d'édition croulent sur les nouveaux livres que les gens ont écrits pendant les confinements. Et là, je me suis dit, ouais, c'est mort. J'ai les deux bouquins là, je vais vous montrer. Donc ça, c'est le premier tome. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc le troisième tome ira là où il y a ma main, à droite. Et quand tous les tomes sont réécrits, il y aura l'attrape-rêve complet avec les 9 livres, et le tome 9 sera le tome central qui viendra s'enclaver dans les 8 autres. Je vais vous lire le passage, ce passage-ci que j'avais préparé à l'avance. Donc ça fait partie du chapitre 7, donc vraiment au cœur de l'histoire, où Léo et Louise fabriquent leur attrape-rêve. Et c'est là qu'ils vont commencer à rentrer dans le monde magique des rêves et tout ce qui va en découler par la suite. L'arceau, c'est bon, dit-elle en prenant celui déjà utilisé. Les plumes, c'est bon, le fil, c'est bon. Je vois que tu as commencé à faire les 12 nœuds de l'horloge. On va pouvoir réaliser les cadrans internes. Elle parlait comme si elle connaissait le sujet. Cependant, elle n'avait que lu les instructions du livre. Si je place le fil ici, je le fais tourner là. Elle passa le pic à brochette où le fil était enroulé à l'intérieur d'une première maille pour effectuer une légère boucle, puis une seconde pour enfin faire un deuxième tour complet. Léo la regardait avec des yeux ronds attacher les premiers nœuds au pourtour de bois. Ce qui lui avait pris 1 heure avait été exécuté en moins de 2 minutes par Louise. Aussi étrange que cela puisse paraître, la musique électro le détendait. Pourtant, il préférait la guitare électrique instrumentale et se promit qu'un jour, il lui ferait découvrir sa playlist. Au 4e cadran, le tissage commençait à prendre une forme bien distincte et caractéristique. Mais à ce stade, le pic à brochette était trop grand pour s'infiltrer dans les mailles devenues trop menues. « Je vais avoir besoin d'aide », reprit-elle en déroulant le reste du filament. Bien sûr. La lumière du jour s'était estompée et sa couleur de feu inondait les rues par-delà le parc Saint-Laurent. Louise passa le fil par une boucle pour commencer le 5e cadran, après avoir humecté l'extrémité effilochée. « Pince ici, dit-elle en montrant la jointure. Léo s'exécuta et exerça une pression pour maintenir le fil. Ses doigts n'étaient qu'à quelques centimètres de ceux de Louise, qui insérait le fin filament argenté, créant une nouvelle maille. Délicatement et précautionneusement, afin de ne pas créer de nœud, elle tira sur le restant du brin pour le faire passer entièrement dans la boucle. De temps à autre, elle lui jetait quelques brefs regards accompagnés d'un sourire furtif. Plus la maille se resserrait, plus ils se rapprochaient. Maintenant, épaule contre épaule, Léo et Louise s'attelaient au 8e et dernier cadran du tissage. À chaque fois que Louise insérait le fil, leurs doigts se frôlaient. Louise trembla à la dernière insertion sous le regard chaleureux du Français. Léo lui prit la main une nouvelle fois, mais cette fois-ci, par pure envie, pour la remercier au-delà des mots. Elle resserra ses doigts autour des siens. Aussitôt, le fil d'argent chauffa sur leurs doigts.
Tous deux se regardèrent étonnés, sans se lâcher la main. En un instant, le filament étincela de 1000 feux. De fines perles lumineuses chatoyèrent autour des 96 nœuds de l'attrape-rêve. Puis, juste avant de s'éteindre, le filin se coupa de lui-même à la dernière boucle en une gerbe d'étincelles bleutées, et Louise déposa l'attrape-rêve sur la table. Wow! Déjà, ça donne le goût. Donc, allez découvrir ça. C'est vraiment Yo qui vient d'apparaître. Elle aussi, elle a lu et elle dit que c'est un super ton bouquin. Merci Yo, merci beaucoup. Joli extrait, merci beaucoup. Et pour l'extrait, je lis super bien, merci beaucoup. Alors, pour le coup de la lecture, c'était de l'entraînement parce que j'ai réalisé entièrement le livre audio. Donc, j'ai dû m'entraîner avant avec le rythme, avec les pauses. Et vu que je l'ai déjà fait, c'était plus facile de le refaire là avec vous. Exactement. Et là, vous devez lire le livre pour savoir la suite, mais ça se lit vraiment très bien. Vous aussi, entrez dans le monde des rêves. Lien en description.